Bonsoir Amélie. Bonsoir Alexandre Brasseur, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Nous avons notamment reçu Charlotte Casiraghi, la présidente fondatrice des Rencontres philosophiques de Monaco, et Tigrane Sédou, le monégasque à l'origine de la success story Big Mama. Culture, économie, sport font partie des thèmes qui ont été abordés cette semaine. Nous avons également parlé du retour en présentiel au bureau, alors que le travail à distance est désormais recommandé. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Véronique Rodriguez. On n'apprend pas à faire de la philosophie comme on apprend à faire des maths. C'est aussi vraiment, je pense, une transmission qui est... voilà, qui émane aussi d'une rencontre avec un professeur. Et je pense qu'il y a une ouverture au questionnement philosophique qui est très intense. Ce n'est pas une question de maturité, en fait. Voilà, vous l'avez ouvert Oui. aux plus jeunes. Étrangement, chez les enfants de 6-8 ans, il y a un désir de philosophie très très fort à cet âge-là qui s'ouvre et qui peut, dans les années du collège ou au début du lycée, être... voilà, peut-être ils osent moins s'exprimer, ils osent moins prendre la parole, ils sont davantage conscients du regard de l'autre, alors qu'il y a une plus grande liberté d'expression chez les plus petits. Et donc on peut saisir ce moment aussi en commençant plus tôt et éveiller ce goût du questionnement qui est très fort chez l'enfant. Ce qui fait qu'on ne peut pas attendre la terminale pour découvrir la philosophie, c'est qu'aujourd'hui les enfants sont saturés d'informations. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très nouveau, saturé d'informations anxiogènes, difficiles à comprendre. Beaucoup d'enfants disent aujourd'hui qu'ils n'entendent que des mauvaises nouvelles, que des choses difficiles. Et ils ont besoin d'aiguiser leur propre pensée critique pour pouvoir justement donner du sens à ces informations. Et que si on ne les encourage pas à questionner le sens profond de leur être au monde, eh bien, ça peut être extrêmement anxiogène. La philosophie n'est pas quelque chose qui vous permet d'être heureux, ni de maîtriser vos émotions, ni d'être dans la certitude. Ça, c'est du développement personnel, c'est pas tout à fait la même chose. Au contraire, elle aiguise l'inquiétude, il faut accepter de perdre ses repères, d'entrer dans la complexité des problèmes humains, dans leur ambiguïté. Donc c'est pas forcément quelque chose de simple, mais qui est accessible à tous. C'est une grande force, c'est un paysage auquel je suis très attachée, c'est-à-dire d'avancer ensemble, de proposer ensemble. Nous sommes beaucoup plus forts et nous montrons aussi à quel point la politique culturelle est importante en principauté et que grâce à ce concours de tous les imaginaires et de toute cette créativité, nous parvenons à offrir une saison d'été plus que merveilleuse. Et j'aimerais que l'on s'attarde sur une soirée, en particulier celle du 23 juillet, une soirée hommage qui a été préparée par celui à qui l'on va rendre hommage. Il y a quelques semaines, il avait travaillé encore avec nous pour programmer un hommage, l'hommage à Ennio Morricone. Et cette soirée sera dédiée à notre ami Jean-René Palacio. On y tenait tous parce qu'il a vraiment participé, il y tenait très fort. Donc nous serons avec lui sous les étoiles du Fort Antoine. Je suis plein d'admiration. Ils se sont accrochés comme des moineaux à leurs branches pendant toute cette période extrêmement chaotique. Ce sont des enfants qui ont perdu beaucoup mais qui n'ont pas baissé les bras. J'ai beaucoup d'admiration pour leur force de caractère et je suis certain que tous ensemble, on est en capacité maintenant de sortir de l'eau et de reprendre notre activité. C'est une édition particulière, c'est un anniversaire déjà tout premièrement, mais particulière parce que cet anniversaire va se dérouler justement pendant malheureusement la période Covid. Mais bon, cela n'empêchera pas le festival d'être un très très bon cru cette année également. On a permis aux fans de rencontrer dans des conditions exceptionnelles leurs actrices et acteurs préférés. On a voulu maintenir ce concept. Bon, ça n'a pas été simple puisqu'il a fallu s'adapter aux mesures sanitaires, mais cela étant, nous allons permettre aux fans présents cette année au festival de rencontrer dans des conditions optimales de sécurité leur star préférée. Difficile de dire quand on a 26 ans et qu'on lâche tout pour lancer un premier resto italien à Paris, alors que c'est le lieu où il y a le plus de trattoria italiennes au monde.
on nous regardait bizarre en disant mais qu'est-ce qu'ils vont apporter? Et on est parti avec cette idée simple finalement qui était de dire si on fait bon, pas cher, servi avec le sourire, et ben on va d'une certaine manière révolutionner la restauration italienne. Et on a commencé à Paris, puis une superbe aventure a démarré. Et on est maintenant dans 4 pays, donc on est parti de 2 personnes et on est 1300 aujourd'hui. Donc c'est une fabuleuse aventure humaine et collective. Vous avez fait HEC et vous allez vendre des pizzas. Oui, les deux sont pas incompatibles, heureusement, mais je pense qu'on a toujours été restaurateur, c'est notre métier, c'est notre passion, mais toujours avec un mindset d'entrepreneur. Et c'est ça aussi qui a fait notre force, c'est que on a monté un groupe où il y a une créativité, une innovation qui est très forte. Chaque projet est différent, chaque restaurant est différent, et on s'éclate à aller à chaque fois innover dans tout ce qu'on fait. Et je pense que c'est un petit peu l'alliance de mon passé et de ma passion pour la restauration et l'hospitalité au sens large. Une solution de paiement qui s'appelle Sunday, qui permet aux restaurateurs de proposer un paiement via un QR code sur les tables. Et donc, le client peut scanner le QR code, avoir directement accès à l'addition et payer en moins de 10 secondes plutôt que de devoir lever la main, attendre l'addition, attendre la machine à carte. Et la solution se développe. Et d'ailleurs, si des restaurateurs à Monaco souhaitent l'implémenter, qu'ils nous contactent. Le travail à distance est le dispositif dérogatoire que l'on a mis en place en mars 2020 pour faire face à la crise et pour permettre à un plus grand nombre de salariés de continuer à travailler depuis leur domicile alors qu'on était en pleine crise sanitaire avec des restrictions en matière de déplacement et une période de confinement. Donc aujourd'hui, on est toujours là sur le travail à distance qui était obligatoire jusqu'à vendredi dernier. Et aujourd'hui, le gouvernement recommande son application et le recommande, mais on n'est plus sur quelque chose d'obligatoire. Le travail à distance, comme c'est un régime dérogatoire, il a vocation à s'arrêter à moyen terme. Aujourd'hui, il est recommandé, mais on espère qu'on pourra après l'arrêter dès lors que la crise sera terminée. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment, le message qu'on peut passer aux entreprises, c'est de dire si vous avez utilisé le travail à distance, alors que vous n'aviez pas du tout envisagé le télétravail, il faut entreprendre dès maintenant les démarches pour pouvoir mettre en œuvre le télétravail au sein de votre entreprise. Et donc, contacter la direction du travail, M. Jaffrelot est là pour accompagner, expliquer ce que doit contenir un dispositif cadre, quelle est la réflexion à mener, pour pouvoir, dans quelques mois, nous l'espérons, quand le travail à distance ne sera plus d'actualité parce que plus nécessaire, pouvoir basculer sur le télétravail en tant que tel régi par la loi. Parce qu'on s'est rendu compte que des entreprises qui ne l'avaient pas utilisé, l'ont utilisé, ont utilisé le travail à distance, et des entreprises qui étaient très dubitatives ont vu que ça fonctionnait. Donc oui, il faut maintenant rebasculer progressivement vers le cadre légal. D'une manière positive, on pourrait dire que c'est bénéfique effectivement aussi bien pour le salarié que le chef d'entreprise, à partir du moment où on tient compte de 2 paramètres. Tout d'abord, le bien-être et la motivation du salarié et la performance de l'entreprise. On peut effectivement développer le travail individuel, puisque c'est un travail, je dirais, silencieux, mais il ne permet pas, je dirais, de développer la performance collective. On a besoin de se voir, on a besoin d'échanger, on a besoin d'avoir des réunions informelles. Donc je pense qu'il faut le doser savamment. Et à partir de là, à partir du moment où on y donne un sens, oui, effectivement, c'est une opportunité. Si un chef d'entreprise, lors du retour à l'emploi, dit à ses salariés, écoutez, on va oublier cette période, et on va essayer de repartir comme avant, je pense que cela va poser un énorme problème. Il ne faut pas oublier que le 17 mars 2020, on a demandé à tous nos salariés et tous nos managers de rapatrier leur outil de travail chez eux, au milieu des enfants, dans leur univers intime et familial. Donc ils ont fait l'effort effectivement de le rapatrier, ils ont gagné en autonomie. On a dû leur faire confiance, ils ont été extrêmement agiles. Aujourd'hui, dans le cadre d'un retour au travail, je pense qu'on ne peut pas repartir sur du 100% présentiel.
Ils ont acquis en un an des habitudes. Les 2 heures de trajet que je peux gagner dans les transports en commun, je les ai utilisées en faisant mes courses, en cuisinant, en m'occupant de mes enfants, en jouant avec mes enfants, en faisant du sport. Donc cette, je dirais, forme de liberté, elle sera très compliquée, je dirais, à la retirer, tout du moins à 100%. Les perspectives mondiales pour la deuxième partie de l'année sont plutôt très encourageantes. On devrait avoir une accélération en fait, de la croissance déjà au 2e trimestre et un pic ensuite au 3e trimestre, avec une resynchronisation de la plupart en fait, des zones de la planète. On aura notamment l'Europe qui va se réveiller suite à l'assouplissement des mesures de restriction. Vous allez avoir aussi d'autres pays comme l'Inde qui vont connaître un redémarrage et donc on devra avoir un pic de croissance au niveau mondial au 3e trimestre et ensuite une légère normalisation au 4e trimestre, si bien que sur l'année on aura une croissance supérieure à 6%. La difficulté, effectivement, c'est le côté sanitaire, puisqu'on a un certain nombre de doutes là-dessus. Il y a vraiment un risque éventuel de variants au moment de l'automne, au moment où la saisonnalité peut être beaucoup moins favorable. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, faire une prévision, on va dire, au-delà de 6 mois, c'est beaucoup plus compliqué ce que c'était avant. Et il faut vraiment reconnaître le fait que l'épidémie, entre guillemets, nous a enseigné l'humilité à tous. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a tellement de domaines qui peuvent influencer l'économie que vous pouvez être à un moment surpris, que ce soit par le côté sanitaire, le côté géopolitique. Donc je trouve que c'est plutôt une concurrence relativement saine. Et il ne faut pas hésiter non plus à discuter avec ses concurrents parce qu'ils peuvent toujours vous apprendre quelque chose. Yes, exactly. Monaco is one of my favorite places, not only because I live here, but also it's my best result as an ex-tennis player here. I played the semi-final of this tournament in 1995 and I have great memories about it. It's not an easy situation because the tournaments rely around 45% on the revenue from ticketing. So also the tournament had major losses in the last couple of years due to COVID. As a consequence, we had to cut the prize money. But in all fairness, the prize money cut was done at the highest level because we kept the first and second round prize money level almost at the same as 2019. So all in all, we are about a reduction of 23%, which was mostly covered by the top 30 player. So it's unfair to say that the lower ranked player really suffered a lot in the last 2 years. I think it's more the high ranked players and the one who arrive at the end of the tournaments and play the semi-final and finals. J'ai fait ma scolarité jusqu'au lycée. Dès que j'ai l'occasion, je rentre ici voir ma famille, mes amis. J'ai toute ma vie qui est ici, donc ouais, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, d'exceptionnel pour moi de pouvoir être ici en faisant du rugby. Ah bah oui, c'est une fierté d'avoir son fils qui joue dans l'équipe de France de rugby à 7 en international pour la qualification des JO. Et en plus que cette qualification se fasse dans notre pays à Monaco, ah ouais, je suis l'homme le plus heureux. Un papa fier le jour de la fête des pères. Les vidéos qui vont suivre nous ont fait rire, sourire, voire surpris. C'est le best-of des réseaux sociaux proposé par Mélanie Biancheri. Voilà un bon compagnon de jeu. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.
Thank you.